de Shavuot, c'est, rappelons-le, jeudi soir, hein, veillée d'études, jeudi à vendredi, journée de vendredi, donc journée de Shavuot, et puis en diaspora, eh bien, il y aura aussi la journée du Shabbat, qui est une deuxième journée de Yom Tov en plus. Cette conférence donc est organisée par l'association Manitou l'Hébreu, par Olivier Cohen, qui a beaucoup donné encore cette fois-ci pour jusqu'au dernier moment mettre au point tous les détails techniques assez compliqués, surtout que nous n'étions pas évidemment rodés à cette expérience. Merci aussi à nos partenaires, parce que nous avons deux partenaires cette fois-ci qui participent à cette conférence. Il y a d'abord la grande synagogue de la Victoire, que je remercie donc pour son aide, et notamment pour la promotion, la publicité qu'elle a fait, que les responsables ont fait sur cette conférence. Et puis, pour la première fois, nous sommes aussi en partenariat avec une association en Israël qui s'appelle Lilmod. Lilmod, qui est une association qui est dirigée par Johan Bodbol, qu'on appellera tout à l'heure aussi pour qu'il nous la présente. Mais d'abord, quand même, un petit mot de notre organisateur, notre grand Manitou, j'allais dire, si je puis me permettre, le grand Manitou de cette association Manitou, c'est Olivier Cohen, qui est donc avec nous et qui va peut-être nous dire un mot de reprise de contact, puisque c'est la première fois que nous nous retrouvons, un mot sur le bilan de ce que nous avons fait jusqu'à présent et puis peut-être aussi les perspectives. Voilà, si Olivier, tu m'entends, je te laisse la parole peut-être pour quelques minutes d'introduction et puis on entendra Johan et enfin Chaim Rothenberg. Et bonjour à tous. Antoine, je vois qu'Olivier n'est pas encore connecté ou c'est peut-être déconnecté. Alors, donc on va commencer avec toi si tu veux bien. Voilà. Peut-être que tu vas nous dire deux choses importantes. La première chose, c'est de nous présenter l'Ilmod rapidement. Et puis la deuxième chose, c'est peut-être d'indiquer à ceux qui ne sont pas complètement familiers de ces séances Zoom deux ou trois choses qui permettent de mieux suivre la conférence. Donc, Johan, je te laisse la parole d'abord pour une présentation de cette association Lilmod. Voilà. Merci Antoine. Si tu veux, en attendant, ou rappeler Olivier, ou sinon tu feras toi la présentation de l'association. Voilà. Alors Lilmod, on fête déjà 5 ans. C'est une association qui a débuté, qui avait pour but de relier la Torah d'Eretz Israël avec les Juifs qui se situent en France. Et pendant 5 ans, on a fait du Zoom, donc des réunions virtuelles depuis 5 ans avec différents intervenants, des dizaines d'intervenants différents, qui avaient comme but d'amener la Torah d'Israël vers la France. Depuis 2 mois, on a intensifié beaucoup nos cours, puisqu'on n'a pas des cours hebdomadaires, mais on a des cours presque journaliers. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une conférence sur Lilmod. Voilà un petit peu ce que je peux dire. On a un site qui est en train d'être refait. On a une page Facebook, lilmod-fr. Alors, au niveau technique, rapidement. Je peux te poser une question, s'il te plaît, Johan. Je peux te poser une question. Tu dis la Torah d'Eretz Israël. C'est intéressant peut-être, puisqu'on va recevoir la Torah dans quelques jours, de savoir ce que tu entends par là. Bon, évidemment, c'est une notion qui existe, qui est répertoriée, mais peut-être tu peux nous dire ce dont il s'agit. Je ne voudrais pas prendre du temps à Chaim Rothenberg. Je dirais d'une façon générale, c'est une Torah qui parle à un peuple, une Torah qui parle à un collectif et pas à un particulier. Je vois qu'Olivier aussi s'est connecté, donc je passe à la technique et après, on passe au suivant. Niveau technique, chers amis, il y a beaucoup de gens que je connais de Lilmod et ça fait plaisir de vous revoir. D'autres personnes, c'est peut-être votre première fois que vous faites Zoom. Alors, 2 façons d'intervenir. C'est en bas, vous avez conversé. J'écris bonjour. Voilà. Vous pouvez également nous envoyer bonjour. Ça veut dire que vous avez compris comment ça fonctionne. C'est une des façons pour pouvoir intervenir, poser vos questions, vos remarques. Et Antoine, peut-être lira vos questions au moment de la conférence avec Chaim. Voilà, je vois qu'il y en a qui ont compris, Hayat, etc. À la fin de la conférence, si on a le temps, on laissera un temps pour que vous puissiez poser vos questions avec votre voix. Vous pourrez à ce moment-là ouvrir votre micro et poser vos questions véritablement. Voilà les 2 façons d'intervenir. Si vous avez des questions peut-être techniques, une question vous pouvez en chat.
Johan, peut-être pour tout le monde, c'est au niveau de ce que l'on voit sur son écran. Donc, on a plusieurs possibilités d'affichage de ce qui se passe. Donc, évidemment, quand il y aura Chaim, on le verra en grand, mais on a aussi la possibilité d'avoir donc un bandeau avec les participants. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour suivre cette conférence? Exactement. Moi, pour le moment, je vois tout le monde. On appelle ça un affichage en vignettes. Donc, on a 25 vignettes face à moi, c'est ce que je vois. Et en haut à droite de votre écran, c'est ce que je conseille aux gens qui écoutent le cours, de passer en affichage intervenant. Et donc, vous voyez la personne qui intervient, c'est-à-dire que pour le moment, vous me voyez moi, et dans quelques instants, vous verrez Chaim. Alors, où est-ce qu'elle est la Conseil pour Chaim, c'est de passer en affichage vignette. Comme ça, vous pouvez voir l'ensemble des gens qui vous écoutent. Voilà, merci Antoine. Merci à toi, merci beaucoup, merci d'avoir été concis. Alors, Olivier, puisque tu es revenu, peut-être un petit mot quand même pour reprendre contact avec l'ensemble des participants de ces rencontres, même si ça a été élargi encore aujourd'hui. Oui, j'aimerais beaucoup dire un petit mot, mais j'aimerais également beaucoup que Chaim réussisse à nous rejoindre. Mais donc, ça y est, il est là. Ah, il est là? Il est là? Oui, ah oui, oui. il est là, mais Je suis là. Pas de souci. Je vais peut-être essayer de contacter Johan, qui est un magicien sur Internet et qui va peut-être faire en sorte que Chaim puisse intervenir. Non, il est là, il a plus de problème. Tout va bien, Olivier. Il est là, on va lui donner la parole. Si tu veux bien. Voilà une bonne nouvelle. Quelques mots, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Comme dirait la personne qui tombe etc. On connaît la blague. C'est ça, oui, on connaît l'histoire, oui. Non, mais juste un petit mot rapidement. Comme l'a dit très justement Johan, je ne veux pas prendre trop de place dans l'intervention que doit faire Chaim. Chaim nous sert un petit peu de cobaye et donc je voudrais le remercier puisque pour Manitou l'Hébreu, c'est la première fois qu'on a une conférence sur Internet et donc même si au départ, à titre personnel, j'étais un petit peu réticent, je trouve que c'est magnifique de pouvoir faire ça et donc j'en profite pour remercier très chaleureusement Johan et Lil Mode qui nous accompagnent donc et qui réalisent cette conférence avec nous. Merci beaucoup en tout cas de cet accompagnement. J'espère que c'est le début d'un partenariat qui va s'inscrire dans la durée. Dans l'équipe de Manitou l'Hébreu, on est très attaché à essayer de réussir des partenariats qui s'inscrivent dans le temps. Et j'espère qu'avec Lilmod, c'est le début d'une longue histoire ensemble. Je voudrais également remercier, je ne sais pas si tu as l'intention de le faire, la Grande Synagogue de la Victoire, qui également s'est associée à cette opération qu'on a faite. Il y a toute l'équipe de la Synagogue de la Victoire avec laquelle on avait l'habitude de travailler physiquement, qui nous ont ici un petit peu aidés et accompagnés pour pouvoir réaliser cette conférence. Et donc un grand, grand merci à eux. Le directeur de la Victoire n'a pas pu être présent, peut-être qu'il sera là un petit peu plus tard, mais bon, ou peut-être en clôture. Et puis surtout, merci à tous ceux qui nous sont fidèles depuis de nombreuses années. C'est vrai que vous nous manquez beaucoup. Alors, on n'a pas eu l'occasion ni le réflexe de faire ces réunions ou ces conférences par Internet. On avait l'habitude d'en faire souvent. C'est vrai que ça fait 5 mois dans cette situation un petit peu particulière qu'on s'est arrêté. Et c'est Johan qui nous a proposé donc de faire une conférence avec Lilmod. Et donc, je suis très heureux de pouvoir assister à cette conférence de Chaim. Voilà, un grand merci en tout cas. Et puis, bien sûr, merci à Antoine qui est toujours là, à nos côtés. Voilà, je crois que là, il faut intervenir parce que Jean-Claude Bensoussan déjà nous dit « J'espère que la conférence va bientôt commencer. » Donc, je crois qu'on est content de se retrouver, mais qu'on est content quand même aussi d'écouter le fond parce que c'est ça qui compte. Et donc, sans vraiment plus attendre, encore une fois, vous pouvez intervenir sur le chat pour poser des questions. Si elles ont trait directement à ce qui est dit, je relancerai Chaim. Je me ferai votre porte-parole, sinon on garde les questions pour la fin. Voilà. Chaim, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, donc d'essuyer ces plâtres numériques. Et on écoute maintenant ta conférence qui est consacrée donc à la fête de Shavuot, évidemment, sous un angle particulier, puisque c'est un angle de Manitou. Je te laisse la parole donc pour une 40-45 minutes, si tu veux bien. Merci, à toi la parole. Merci, j'espère que tout le monde m'entend. Et... Apparemment, ça marche. Oui, bon, alors c'est bon. Alors, on y va. Et effectivement, tu as dit très justement qu'on allait aborder la fête de Shavuot sous un des angles, disons,
que Manitou avait l'habitude de signaler. Et le problème qui se pose est le problème suivant. Comme tu l'as dit, jeudi soir, on va commencer la fête, et tout le monde sait que pendant la fête de Shavuot, on célèbre le don de la Torah. Sauf que cette expression de célébrer le don de la Torah n'est pas très claire. Parce qu'une étude, comme on va le voir tout de suite, des versets qui précèdent le chapitre 20 où nous avons le texte des 10 commandements, nous montre qu'il y a apparemment un problème. On a l'habitude de dire que quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, et jusqu'à leur arrivée au pied du Sinaï, ils n'avaient qu'une envie, c'est de recevoir justement la Torah. Et il y a même certains qui vont jusqu'à dire qu'ils comptaient, comme on compte aujourd'hui le compte de l'Homère des 49 jours, qu'ils comptaient chaque soir et que toute leur attention, toute leur patience, toute leur volonté était d'arriver au Sinaï et de recevoir cette Torah. Eh bien, la première remarque que faisait Manitou à ce sujet-là, il n'est pas du tout le premier à la faire, mais je pense qu'il est bon de rappeler les choses. La première remarque que Manitou faisait à ce sujet-là, c'est que si on lit les versets, il n'est absolument pas question de tout ça. Alors, je vais commencer notre étude. Si quelqu'un a un Chumash sous les yeux, il pourra le regarder en même temps. Au chapitre 6 du livre de Shemot, là où Moshe Rabbeinu vient et nous décrit le programme général de tout ce qui va se passer. Et je vais commencer donc à vous lire les versets à partir du verset 6 du chapitre 6 donc de Shemot. Et voilà le message qu'il reçoit. Lachen est mort l'ivné Israël, et donc va dire aux enfants d'Israël, Ani Hachem, je suis Hachem, V'otseti etrem mitachat tzivot Misraïm, et je vous ferai donc sortir de la servitude de l'Égypte. V'itzalti etrem, et je vous sauverai, mais avodatam, de leur travail, donc de leur esclavage. Ve'gaalti etrem, et je vous libérerai, bezroa netouya, avec un mon bras étendu, ou beshvatim gdolim, et à travers des grands jugements. Verset 7. Ve'lakarti etrem li le'am, et je vous prendrai pour moi comme peuple. Ve'iti lachem Elohim, et je serai pour vous votre Dieu. Vidatem, et vous serez, qui ani Hashem Elohechem, que je suis l'Éternel votre Dieu, Amotzi etrem mitachat tzivot Mitzrayim, qui vous fait sortir de l'esclavage d'Égypte. Et verset 8, Ve'veti etrem el haaretz, et je vous amènerai jusqu'au pays Asher Nasati et Tiadi la tête Ota, que j'ai décidé de donner à Avraham, Yitzhak et Yaakov, et Natati Ota lachem morasha ani Hashem, et je vous le donnerai, ce pays, en héritage, ani Hashem, je suis Dieu. Il manque juste une chose. Il n'est pas question de Torah du tout là-dedans. L'événement du don de la Torah n'est absolument pas mentionné dans le programme que Moshe Rabbeinu a annoncé aux enfants d'Israël. À tel point que quand les Bnei Israël sortent d'Égypte, effectivement, et qu'ils chantent la Shira qu'on connaît tous au moment après le passage de la mer, oui, eh bien, au chapitre 15, donc le chapitre qui est dédicacé à cette Shira-là, dans la parashat Béchalach, il y a un verset dans lequel les Hébreux récapitulent leur attente. Et c'est un verset qu'on lit tous les jours dans la prière du matin, donc c'est un verset que vous connaissez tous. Tevi emo vetita emo be'ar nachalatecha, machon leshiftecha pa'alta Hashem, nikdash Adonai konenu yadecha. Je vous le traduis. Tevi emo que tu nous amènes, oui, vetita emo que tu nous fixes, be'ar nachalatecha, donc sur la montagne de ton héritage, machon leshiftecha, le lieu de ta résidence, Pa'alta Hashem, que tu t'es faite, quoi. Mikdash Adonai Konenu Yadecha, et le temple, donc le Mikdash que tu as préparé
que tu as préparé de tes mains. C'est ça l'attente des Bnei Israël au moment où ils partent. Pourquoi ils ne mentionnent absolument pas un événement qui devrait se passer au Sinaï, dans quelques jours? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils n'en ont aucune connaissance. Ils sortent d'Égypte pour réaliser ce qui a été promis à Avraham Avinu dans l'événement de la Brit Ben Abetarim. Première phase, Galoud, Yado Ateda ki ger Yezaracha, tu sauras que ta descendance sera exilée. Et deuxième partie, après la Galoud, vient le temps de la Géoula. Et la Géoula, ça veut dire rentrer chez nous. Donc c'est une Géoula politique. Si on emploie des termes modernes, une Géoula politique à travers laquelle doit se réaliser la promesse qui a été faite au Havot. Les Hébreux commencent leur marche. Première surprise, ils ne vont pas par la route directe, ça c'est le début de la paracha de Béchalar, mais ils doivent faire un détour par le désert. Et là, on arrive à ce qui va nous intéresser, c'est au chapitre 19, qui est donc le chapitre, comme je l'ai dit, qui précède les 10 commandements. Donc, je vous lis le début du chapitre 19 et c'est là qu'on va s'intéresser au fond des choses. Bachodesh Ashlishi, les Tzed Bene Israël, Me'eretz Mitzrayim, donc au 3e mois de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Bayom Hazeh, en ce jour, Baou Midbar Sinaï, ils sont arrivés au Sinaï. Vayissou Mirefidim, ils sont partis de Refidim. Vayavou Midbar Sinaï, ils sont arrivés au Midbar Sinaï. Vayachanou Midbar, ils ont stationné dans ce Midbar-là, Vayichan Sham Yisraël Negedahar, et donc Israël se trouve au pied de la montagne. Je ne rentre pas dans tous les problèmes de traduction pour l'instant, c'est juste l'idée générale qui m'intéresse. Où Moshe Allah et la Elohim, et donc Moshe monte vers Elohim, Dieu, Vaikra Elav Hashem, et Dieu l'appelle, mais vous faites attention en hébreu que ce n'est pas le même mot, Shem Havaya ici, Hashem. Au début, ça nous est dit Elohim, mais ce n'est pas le sujet qui va nous intéresser. Vaikra Elav Hashem Minahar les morts, et donc Dieu l'a appelé en lui disant Kotomar Levet Israël, tu vas dire à la maison de Yaakov, Levet Yaakov, pardon, et Tagad Livni Israël, et tu le diras aux enfants d'Israël. Verset 4. Atem reitem asher asiti le Mitzrayim ve'asa etrem al kanfei nesharim ve'avi etrem elai. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et je vous ai transporté sur les ailes des aigles, et je vous ai amené à moi. Vata, verset 5, Im shamua tishmeu bekoli, et si maintenant vous écoutez ma voix, Ushmartem et beriti, vous gardez mon alliance, Vaitem li zgula mikol anim kili kol aretz, et vous serez zgula, alors ça c'est un mot qui est pratiquement intraduisible en français, Mikol Hamim, de tous les peuples, qui lit Kol Haaretz, parce qu'à moi et toute la terre. Vatem tiyuli mamlechat kohanim vegoy kadosh. Et les advarim asher tedaber al beni Israël. Et voici donc les paroles. Vous serez pour moi mamlechat kohanim, un peuple de kohanim, de prêtres, vegoy kadosh, une nation sainte. Voici les paroles. Et les advarim asher tedaber al beni Israël. Et voici les paroles que donc Moshe doit rapporter aux enfants d'Israël. Et alors là, comme devait le signaler Manitou, il faut lire le texte sans savoir ce qui va se passer après. Quand les Hébreux vont entendre ce que Moshe Rabbeinu va leur dire, ils tombent des nues. Ils tombent des nues. Ils ne savent absolument pas de quoi Moshe veut parler. Donc verset 7, Vayavo Moshe Vaikra Liziknea, mais Moshe a rassemblé et a appelé les anciens du peuple. Il a donc mis devant eux toutes ces paroles-là, Asher Tzivahu Hashem, que Dieu lui a ordonné. Verset 8, Vayanu Kol Ha'am Yardav. Et le peuple, tout le peuple, a répondu d'une seule voix, comme un seul homme, on dirait en français, Vayomro, et ils dirent, Kol Asher Diber Hashem, là, c'est tout ce que Dieu a dit, nous allons le faire. Vayashem Moshe Divrei Ha'am El Hashem. Et donc Moshe a rapporté les paroles du peuple à Hashem. C'est un verset qui semble dire, tiens, tout le monde est d'accord et tout, mais c'est bien là qu'il faut faire attention à ce qui est écrit. Et ce que Rashi tout de suite va nous souligner de manière la plus précise, de manière la plus précise,
Je continue juste un seul verset comme ça pour que les choses soient bien claires pour tout le monde. Verset 9, Vayomer Hashem el Moshe, Iné. Et donc Dieu a dit à Moshe, Iné anochi ba elecha be'ave'anan, donc je viens vers toi dans la, comment dire ça, be'ave'anan, dans l'épaisseur de la nuée, comme on dit en français, ba'avur yishma am bedabri ima, pour que le peuple entende quand je vais te parler, ve'gam becha ya'aminu le'olam, et qu'ils aient aussi foi en toi pour toujours. Et Again Moshe dit vrai Am El Hashem. Et Moshe a rapporté les paroles du peuple à Hashem. Sauf qu'il y a un problème. C'est quoi ces paroles? C'est dit nulle part. On n'a aucune trace de ce que le peuple a dit. On peut tout évidemment dire que ça a un rapport avec ce qui a précédé. Quand le peuple a dit Kol asher diber Hashem naaseh, tout ce que Dieu a dit, nous allons le faire. Oui, mais là, il y en a une répétition. Donc, au niveau de la parshanout, au niveau de l'explication littérale du texte, on a un problème. Et c'est pourquoi Rashi vient nous dire exactement de quoi il était question. Et c'est ça qu'il faut d'abord bien comprendre. Quand Moshe Rabbeinu vient dire aux enfants d'Israël qu'ils vont être Mamlechet Kohanim veGoy Kadosh v'Sgula mikol ha'amim, les Hébreux, comme je l'ai dit, tombent des nues. À tel point qu'ils ont cette réponse-là. Kol asher diber Hashem naaseh, tout ce que Dieu a dit, nous allons le faire. Et Manitou disait, ouvrez la parenthèse et lisez le texte de la manière dont c'est écrit. Tout ce que Dieu a dit, mais pas toi, Moshe. Tu es en train d'inventer quelque chose dont nous n'avons aucune connaissance. Nous sommes sortis d'Égypte parce que nous sommes restés fidèles à la promesse qui a été faite au père, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous avons un programme que toi, Moshe, tu nous as donné. Chapitre 6 que je vous ai lu tout à l'heure, versets de 6 à 8. Quand nous avons passé la mer, nous avons chanté ce que nous avons chanté. Tu nous as rien dit. Et maintenant qu'on est arrivé ici, tu nous inventes une nouvelle chose. Alors nous, on se tient strictement à ce que Dieu a dit. Il y a donc là une remise en cause. Peut-être, Raïm, tu m'entends, Raïm? Oui, bien sûr. Voilà. Peut-être que tu peux redire à ce niveau-là maintenant, puisqu'on a bien compris qu'il y avait deux thèses, enfin qu'est-ce qui est dit d'une part que Dieu dit, que les Hébreux comprennent, et qu'est-ce que Moïse dit de son côté, que les Hébreux ne veulent pas forcément accepter. Tu peux nous redire juste ça? Bien sûr. Entre les deux paroles, voilà. Les Hébreux savent ce qui a été dit à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ils connaissent le programme que Moshe leur a annoncé au chapitre 6. Ce que Moshe maintenant vient leur dire, ce qui est le début du chapitre 19, qu'il a entendu effectivement directement, oui, Sgula mikol ha'amim, mamlechet kohanim vegoy kadosh, les Hébreux disent, c'est toi Moshe qui as inventé cette chose-là. Cette chose-là, du fait d'être un peuple saint, c'est ça que tu soulignes. Oui, mamlechet kohanim vegoy kadosh. Oui, c'est ton invention à toi, ça ne nous a jamais été dit. C'est-à-dire que c'est la dimension qui serait une dimension de distinction particulière par rapport aux autres peuples. Ça serait une dimension qui ferait que maintenant les Hébreux ont une mission avec un côté universel, Mamlechet Kohanim, et une mission propre qui est de construire leur société comme étant Goy Kadosh, retranchée. Les Hébreux n'ont jamais entendu parler de cette histoire-là. Excuse-moi, Raïm, petit point. Plusieurs personnes disent que c'est un peu faible au niveau du son. Je ne sais pas si tu peux faire quelque chose. Moi, je ne sais pas, mais je m'entends très bien. Je ne sais pas. C'est sûr que là, toi, tu as un micro qui dépend d'un fil que tu as sur ta chemise, c'est ça? J'ai le micro pratiquement collé à ma bouche, oui. Bon, d'accord. Oui, donc je ne sais pas. On ne peut pas faire tellement plus. Alors, voilà, pour répondre aux demandes, essayer de pousser au maximum. Ok, merci beaucoup. Je te laisse continuer. Voilà. Donc là, on est arrivé, si on veut dire, à une véritable crise de confiance entre le peuple et Moshe Rabbeinu, ce qui est quand même assez étonnant. Parce que si on fait le bilan de ce que Moshe Rabbeinu a fait jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Il a dit qu'il allait faire sortir le peuple d'Égypte, il l'a fait.
Donc, en tant que libérateur politique, il a rempli le programme à 100%. Mais il faut comprendre de manière assez profonde l'argumentation du peuple. C'est que Moshe, toi, en tant que libérateur politique, on te connaît, tu as fait tes preuves, mais on est en route pour Eretz Israël. S'il doit se passer quelque chose de nouveau, ça sera là-bas, c'est pas ici. Donc, la question de fond, c'est finalement, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette étape qui s'appelle Arsinaï? Oui? Nous sommes en chemin vers Eretz Israël. Tu nous as expliqué, bon, on a compris pourquoi on ne pouvait pas aller par la route côtière, parce qu'on passait par le pays des Plishtim, des Philistins, mais on est prêt à faire le détour dans le désert, mais enfin, dans quelques jours, on arrive où on doit arriver. Alors, qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce qu'il y a? Explique-nous. Tout ça, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Et Moshe comprend finalement l'argumentation du peuple. La preuve, c'est qu'il rapporte les paroles du peuple à Dieu lui-même, en lui disant j'ai un problème, aide-moi. Alors, ce aide-moi-là va se dévoiler comme étant la révélation du Sinaï. C'est ce que lui dit Dieu au verset 9. Vayomer Hashem el Moshe, et Dieu a donc répondu à Moshe quand il a entendu la demande explicite du peuple, et Rachi là-bas l'explicite de manière très précise. Rachi nous dit Enodome Shomea mipi shaliach Keshomea mipi amelech. Ça ne ressemble pas d'entendre un message par l'intermédiaire d'un envoyé que de l'entendre directement de celui qui veut nous le faire passer. Retzonenu lirot et malkenu. Nous voulons voir notre roi. Pourquoi? Parce que nous voulons savoir si ce que toi, Moshe, tu as dit est fidèle exactement à ce que notre maître, notre roi veut de nous. Ça veut dire que c'est tellement énorme pour les Hébreux cette nouveauté-là, même les Chet Kohanim et Goy Kadosh, qu'ils disent il vaut mieux vérifier auprès de l'envoyeur et de ne pas se contenter de ce que l'envoyé a pu nous dire, peut-être que c'est de sa propre initiative. Je voudrais juste rappeler que dans l'épisode précédent, qui est l'épisode du début de la manne, les Hébreux avaient déjà un certain nombre d'indications qui laissaient penser que Moïse peut-être ne leur disait pas tout. On n'a pas le temps maintenant de voir tout ça en détail, mais si vous faites attention à ce qui est rapporté là-bas, vous verrez par exemple que Moïse a entendu un certain nombre de choses. Par exemple, que la manne le vendredi, le Shabbat ne tombera pas. Et vous vérifierez après, en voyant les versets qui décrivent ce que Moshe a dit au peuple, ce détail-là, il l'a oublié. Ce qui fait qu'il y a, depuis le départ, une espèce de relation ambiguë entre Moïse et le peuple. Moïse a fait ses preuves comme libérateur politique, je l'ai dit, mais après, dans son nouveau rôle, le peuple a apparemment de bonnes raisons de se dire il vaut mieux vérifier auprès de celui qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire Dieu lui-même. Retzonenu lirot et malkeinu. Et à la demande du peuple que nous a restitué Rachid dans son commentaire, vient la réponse donc du verset 9. Vayomer Hashem el Moshe, Ine anochi ba elecha, je viens vers toi, Béa ve'anan, donc dans l'opacité de la nuée, Ba'avour yishma, pour que le peuple entende Bedabri imar, que c'est bien moi qui lui parle, qui te parle. Ça veut dire qu'au niveau de la révélation, c'est d'abord fait pour authentifier la mission de Moshe Rabbeinu dans son nouveau rôle.
Ah, vous allez dire c'est Rashi, il y a d'autres commentateurs qui disent autre chose. Oui, mais je vous ramène maintenant ce que dit le Rambam Maïmonide dans son 8e chapitre de Ilchot Yesodei Torah, là-bas où il dit les choses de la manière la plus claire, exactement comme Rashi. Écoutez bien. Moshe Rabbeinu lo eminu bo Yisrael mipnei haotot she'asa. Les enfants d'Israël n'ont pas eu confiance en Moshe à cause des signes qu'il a fait. She'ama'amin al pi haotot, parce que celui qui croirait en Moshe simplement parce qu'il a été impressionné par telle ou telle pyrotechnique que Moshe Rabbeinu a pu faire, yesh belibo dofi. Sa émouna, elle est pas authentique. Peut-être qu'il a fait ce qu'il a fait parce qu'il est plus avancé techniquement que les magiciens de l'Égypte. Et là, il les a fait suivant les besoins. Pas pour apporter une preuve de sa capacité prophétique. Ah oui, alors, et comment elle est apparue, cette preuve de la capacité prophétique? Eh bien, nous dit le Rambam dans la suite, la preuve de cette capacité prophétique est venue par le fait que dans l'événement historique qu'on appelle Mahamad Arsinaï, les Bnei Israël eux-mêmes, en tant que collectivité et en tant qu'individus, se sont pour un certain moment hissés au niveau de prophètes, et donc ils ont pu entendre directement Dieu parler à Moïse. Et rajoute le Rambam que si ça n'avait pas été le cas, on n'aurait jamais eu de preuve directe de l'authenticité de la prophétie de Moshe Rabbeinu. C'est assez fort. Vous allez me dire, bon, Rashi, le Rambam, je peux vous amener aussi le Kuzari de Rabbi Yehuda Halevi, je peux en amener encore plein d'autres. Ce qui veut dire que les grands d'Israël, les grands commentateurs de la Torah, ont tous compris quel était le problème de fond qui fait qu'il fallait authentifier le nouveau rôle de Moshe Rabbeinu en tant que, 1, prophète, 2, prophète qui va donner la loi, oui, et 3, celui qui finalement va leur dire quoi faire, quel est leur nouveau programme, quelle est leur nouvelle mission pour les temps à venir. Ce n'était pas du tout évident. C'était pas du tout évident et c'était pas du tout comme ça, a priori, que les Hébreux connaissaient leur futur. Donc il y a vraiment un chidouche ici à ce niveau-là. C'est l'objet donc du récit qui nous est fait ici au 19e chapitre de l'Exode. Bien. Oui. C'était quoi l'alternative? L'alternative dans leur esprit des Hébreux, l'alternative à ce programme de Moshe, c'était d'aller simplement s'installer en Israël? Non, l'alternative, c'était très exactement ce qu'ils ont chanté et que j'ai rappelé tout à l'heure quand ils passent après le passage de la mer, où là-bas, ils ont un programme en 4 étapes. D'abord, tu nous amènes en Eretz Israël, pas n'importe où non plus en Eretz Israël, oui. Les Hébreux avaient dans leur tradition familiale, disons, la connaissance du fait que le Har HaMoriah, c'était l'endroit où s'était passé la Akedat Yitzhak, où Yaakov avait eu son rêve de l'échelle, etc. Donc, premièrement, tu nous amènes là où tu nous as promis de nous amener, Eretz Israël. Tu nous fixes sur place, donc, Kibush Haaretz. Il faut conquérir le pays n'est pas vide d'habitants. Oui. Troisième étape du programme, là-bas, on va te construire, non pas un Mishkan provisoire, mais Beth Amikdash. Oui. Et à partir du moment où on aura rempli ces trois objectifs, on pourra arriver au 4e objectif. Mon cher Rabbeinu, maintenant, tu pourras éventuellement nous dire s'il y a quelque chose de plus à faire. C'est pour les Hébreux ce qui doit se passer. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment question pour eux d'un chidouche total, d'une surprise complète qui les fait finalement venir et dire Retzonenu lirot et malkinu. On veut voir notre roi directement parce que c'est tellement énorme qu'on n'y croit pas.
on pourrait dire que, en suivant ce verset que je viens de citer, que éventuellement, s'il y a un don de la Torah, en tant que règle de conduite de la société d'Israël installée sur son pays, oui, eh ben, ça peut être une quatrième étape. Alors la question, c'est pourquoi c'est maintenant? Pourquoi Moshe Rabbeinu, la réponse de la Torah, et c'est même pas la question pour l'instant de donner une loi. Pour l'instant, c'est la question, l'événement historique en tant que tel est là pour authentifier la mission de Moïse. Ok. Donc, effectivement, là, il y a une grande surprise de la part des Hébreux. Et encore une fois, Dieu ne répond pas à Moshe, ce qu'ils disent n'a aucune importance, fais ce que je t'ai dit. Pas du tout. C'est comme s'il y avait un changement de programme de la part de Dieu en disant, oui, bon, ben, il va falloir que je me révèle à eux directement pour t'authentifier toi en tant que prophète, en tant que celui qui va transmettre ma parole, et cette parole-là, telle que tu la transmets toi, tu la transmets de manière parfaitement authentique. Parce qu'il y a aussi la question de l'authenticité. Il y a juste une question sur pourquoi le peuple n'a pas écouté tout le message et a demandé à Moshe de jouer le rôle d'intermédiaire. Ah, ça c'est un problème qui va se dévoiler après, qu'effectivement, on voit, mais c'est bien après, dans le récit de la révélation elle-même, Chazal nous dit qu'ils n'ont entendu directement, eux, que les deux premières paroles, et ensuite c'est Moïse qui a entendu les autres. Oui, c'est que c'était trop fort pour eux. C'est-à-dire qu'il faut une certaine préparation. Tout le monde n'est pas capable d'être prophète, à temps plein, disons. Okay, donc il y a besoin de cette préparation-là, et les Hébreux qui sont sortis dans la situation et dans la condition que l'on sait, ne sont pas capables comment dire ça, de vivre une révélation en direct, et c'est pour ça qu'ils vont demander effectivement à Moïse de devenir leur intermédiaire. Mais pour qu'il devienne leur intermédiaire, il faut d'abord qu'il soit authentifié en tant qu'intermédiaire de confiance. Okay. Or là, on est avant cette question et pour l'instant, ils n'ont pas encore confiance en Moshe Rabbeinu du tout, de ce point de vue-là. Je te laisse poursuivre. Il y a juste une question sur le quatrième objectif. Si j'ai bien compris, le quatrième objectif, c'était le dernier objectif, éventuellement la suite du programme. Oui. Ki mitzion tetze Torah. De Sion va sortir la Torah. On aurait eu la Torah à partir du moment où on serait arrivé en Israël, où le temple. Oui. Et ben, encore une fois, voilà. Maintenant, on arrive au fond du problème. À partir du moment où on a compris un peu le contexte historique, on arrive à la question de fond, qui est la question que Manitou pose, et je vais vous lire directement la manière dont Manitou nous présente la question. Il dit la chose suivante. Non, d'abord, une petite note d'introduction. Quand on parle de Torah, de quoi on parle? Je pense que la plupart si on faisait une enquête d'opinion, la plupart des gens diront la Torah, ben, c'est le livre qu'on a entre les mains. Bon, ça c'est le Sefer Torah, c'est pas la Torah. C'est quoi la Torah? Ben, c'est l'ensemble des mitzvot qui ont été donnés à Israël. Il y en a 613. Voilà, c'est ça la Torah. Sauf que ça, c'est un sens dérivé, dit Manitou. Le sens premier du mot Torah, c'est le sens de révélation, dans le sens de celui qui nous montre, de ce qui nous montre la route. Vous avez l'expression en hébreu moderne, moré derer, un guide. Celui qui nous guide. Donc la Torah, c'est de la même racine, c'est quelque chose qui nous montre une voie. Ce que Manitou explique, le premier sens du mot de Torah, c'est l'idée de révélation de la volonté du Créateur pour sa créature. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Oui, et il faut bien garder cette définition-là pour comprendre de quoi il est question. Parce que si on pose la question du point de vue historique, qu'est-ce qui s'est passé le 6 Sivan? Eh bien, rien.
de ce point de vue-là. La Torah, telle qu'on l'a entre les mains, elle a été écrite 40 ans plus tard. Les 10 commandements. Les 10 commandements. Peut-être. C'est quand même un sujet d'une marloquette dans la Gemara. Est-ce que ça a été donné le 6 Sivan ou le 7? L'étape de la loi, certainement pas. Quand Moshe Rabbeinu descend, c'est 40 jours plus tard, c'est le 17 Tammuz. Les deuxièmes tapes de la loi, encore moins, c'est le 10 Tishrei, le jour de Yom Kippour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé vraiment ce jour-là? On n'a pas reçu la Torah dans le sens d'un livre. On n'a pas reçu les étapes de la loi, ni les premières, ni les deuxièmes. C'est difficile de recevoir les deuxièmes avant les premières, mais ce n'est pas grave. Les 10 commandements, marloquette. C'est quand même un peu fort. Je vais prendre 2-3 minutes pour renforcer un peu cet étonnement. Vous savez qu'on a à la fin du livre de Bamidbar, comment on l'appelle en français celui-là? J'ai oublié, peu importe. Chapitre 33, Parashat Mas'é. On a le détail des étapes des pérégrinations des Hébreux depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la fin de la 40e année. Ça s'appelle nombre, hein, bon. Les nombres, voilà, je cherchais. Ça n'a aucun rapport avec le mot en hébreu, c'est pour ça que... Voilà. Alors, vous vérifierez là-bas au chapitre 33. La Torah nous donne un certain nombre de détails sur un certain nombre d'étapes. Par exemple, je prends au verset 8. Oui. C'est le passage de la mer. Oui. Ils ont marché pendant 3 jours. Ils sont arrivés à Mara, etc., etc. On nous dit même au verset 9 que quand ils sont arrivés à Mara, Vayavo Elima, après ils sont arrivés à Elima. Et à Elim, il y avait là-bas 12 sources d'eau et 70 palmiers. Qu'est-ce qui est dit à propos du Har Sinaï? C'est le verset 15 là-bas, pardon. Vayesum et Refidim, ils sont partis de Refidim. Vayachanu bemidbar Sinaï, ils se sont arrêtés au Midbar Sinaï. Verset suivant, Vayesum midbar Sinaï, Vayachanu bekivrot ateava. Et il donne la Torah. Ça, c'est ce que Moshe dit à la génération qui va rentrer en Eretz Israël. Il leur raconte les pérégrinations des 40 ans. Pourquoi il a zappé une histoire pareille? D'après la première thèse que j'ai évoquée au début, qui consisterait à dire que les Hébreux étaient dans l'attente du don de la Torah et tout, là, il manque quelque chose. Vous allez me dire, bon, peut-être un oubli de Moshe, il avait 120 ans, il devenait un peu sénile, etc. Mais pas du tout. Vous regarderez ce qui est dit dans Divrei Yamim, dans les chroniques, à propos du don de la Torah, au Midbar Sinaï. Vous regarderez dans le livre de Tehilim 2 fois. Rien. C'est quand même un peu fort. C'est donc bien qu'on a d'abord un problème avec la compréhension de l'événement en lui-même. C'est pour ça qu'il faut revenir du Manitou au sens premier du mot de Torah. Il est question de révélation. Le contenu en lui-même, c'est une autre histoire. Mais d'abord, l'événement. Tu nous caches ton visage en parlant de révélation, donc si tu peux enlever ta main de ton visage. Ah ouais, pardon. C'est pour ça que je me cache. Je peux mettre mon masque si tu veux. Alors au niveau d'abord de l'idée de révélation, d'authentification de la mission de Moïse, on l'a compris, mais deuxièmement au niveau d'une révélation. Pas du contenu pour l'instant, du niveau de révélation. Est-ce que Manitou dit, et c'est ça la phrase sur laquelle je voulais vous lire, dit la chose suivante. La Torah s'adresse au Bnei Israël. Il faut que la descendance des Avot, des pères, se constitue en nation. Et c'est à partir du moment où elle s'est constituée en nation que nous avons le temps de référence de la révélation. Et là, il y a une idée absolument capitale. La Torah est donnée à une nation, à une collectivité, à un klal. Elle n'est pas donnée à des individus. Et tant que la société d'Israël ne s'est pas constituée en tant que klal, en tant que nation, il ne peut pas y avoir de véritable révélation.
À partir de quel moment la société d'Israël s'est constituée en tant que nation? Eh bien, à partir du moment où un certain nombre d'Hébreux, un cinquième d'après le Midrash le plus optimiste, a décidé de quitter l'Égypte, de ne pas devenir égyptien, a décidé de quitter l'Égypte et de commencer la marche que Moïse leur avait proposé de faire. Pendant ces jours de cette marche-là, c'est un peuple qui se constitue en tant que nation. Et à partir du moment où cette nation-là est constituée, peut commencer, dit Manitou, le temps de la révélation. Parce qu'une vraie révélation, ce n'est pas une révélation à un individu. Peu importe quel est le niveau de l'individu. Dieu s'est révélé à Abraham. Dieu s'est révélé à Moïse avant la sortie d'Égypte. Mais ce n'est pas ça, l'Aïd Galout du point de vue de la Torah. L'Aïd Galout du point de vue de la Torah, c'est Dieu qui parle à l'universel humain à travers une nation spécifique qui s'appelle Israël. Et c'est ça finalement que l'on commémore à Shavuot. Ce fait historique-là, que nous sommes devenus une nation. Alors vous allez me poser la question, pourquoi on commémore ce fait-là? Eh bien là vient un deuxième principe que Manitou rappelait à propos de chaque fête. Nous commémorons uniquement des événements qui, du point de vue historique, ne se sont pas entièrement réalisés. Des événements qui ont été entièrement réalisés, qui ont été entièrement intégrés, ne sont pas sujets de commémoration. Par exemple, nous ne commémorons pas la sortie d'Abraham de Ur-Kasdim. Or, on sait très bien que c'est le début de tout. Si Abraham n'était pas sorti de Ur-Kasdim, oui, il ne se serait rien passé après. Or, pourquoi on n'a pas une fête qui célèbre la sortie d'Abraham? C'est parce que, dit l'Agmara, fin du premier chapitre du traité de Brachot, et ça s'est entièrement réalisé. Ce qui maintenant nous ramène à un autre sujet. Pourquoi nous célébrons la sortie d'Égypte, Pessah, Shavuot, le don de la Torah, dans le sens de ce que je viens d'expliquer, de révélation, du début du temps de la révélation, et puis Sukkot. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui aurait dû être fait et qui n'a pas été fait. Le temps de la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, il faut le prendre dans son sens pshat en hébreu. Yetziat Mitzrayim, c'est l'Égypte tout entière qui aurait dû sortir, d'elle-même, de son conditionnement, qui aurait dû se libérer. Or, ça ne s'est pas fait. D'un côté, il y a les Hébreux qui sont partis, et puis il y a ce qu'on appelle le Erev Rav, toute une quantité, quand même 600 000 personnes, de non-Hébreux qui se sont adjoints au peuple parce qu'ils ont entendu le message politique de Moshe Rabbeinu. Mais on voit bien que ce n'est qu'une partie de ce qui aurait dû être fait. Donc on commémore dans le sens de, on se souvient qu'il faut le faire, l'actualiser. C'est encore à faire. La même chose ici au niveau du don de la révélation. Nous avons un midrash très célèbre qui nous raconte que la Torah a été proposée à tous les peuples. Le dernier dans la liste, c'est Israël. Et chaque peuple a trouvé une bonne excuse pour dire non merci, c'est pas fait pour moi. Qu'est-ce qu'il veut dire ce midrash-là? Eh bien, il veut dire qu'il y avait quelque chose à faire qui n'a pas pu être fait. Les temps historiques n'étaient pas arrivés qui permettaient à Ésaü par Édom d'accepter la Torah, à Ishmaël de l'accepter, à Moab de l'accepter, etc., etc. Et donc, si on se pose la question de quelle est la signification aujourd'hui, actuellement, de don de la Torah, comme dit Manitou, du temps de référence de la révélation, eh bien, c'est que finalement, c'est ça le message que Israël doit faire porter. Cette révélation-là, elle ne concerne pas qu'Israël, elle concerne tous les hommes. C'est la dimension de Mamlechet Kohanim. Israël n'a pas pu, à partir du Sinaï, n'a pas pu remplir cette partie-là, ou n'a pas pu encore, ou déjà, remplir cette partie de cette mission-là. Donc, elle a été reportée. Elle est reportée à des temps à venir.
Et c'est pour ça qu'on a cette obligation de se souvenir de cet événement historique. Parce qu'il est historique dans le sens de, il n'est pas entièrement accompli, réalisé dans la réalité historique. Nous avons un temps de référence, c'est le 6 Sivan, c'est le début. Ce temps de référence est lié au fait que la nation d'Israël en tant que nation s'est constituée, mais ce temps de référence n'est qu'un temps de référence. Voilà. Je pense que on peut passer aux questions. Voilà, donc il y a des récriminations sur. Peut-être que tu peux éviter de te cacher le visage avec tes mains. Et on va passer aux questions. Donc, si je conclus pour poser la première question, en attendant que les personnes qui veulent intervenir le fassent par l'intermédiaire du chat, que finalement, il ne s'est rien passé, si ce n'est le début de quelque chose que de l'ordre d'une révélation qui est en cours, et cette révélation doit conduire, ou est-ce que c'est la Torah, ou est-ce que c'est le fait que ce soit un peuple séparé qui a un message universel? C'est-à-dire qu'il y a quand même un peu une difficulté de comprendre. D'une part, il y a une Torah on voit ce que c'est que la Torah, si je puis dire, même si tu nous as dit que c'était un chemin, mais malgré tout, il y a quand même un texte, il y a quand même une parole. Et d'un autre côté, l'idée que ce soit lié à une particularisation pour un peuple, de devenir un peuple qui doit porter cette parole c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, il y a quand même deux choses différentes. Oui, il y a deux choses différentes et tout à fait, il y a deux dimensions. Deux dimensions. Tu as dit qu'il ne s'est rien passé. Si, il s'est passé quelque chose. Moshe a été authentifié en tant que prophète. Et on commence le temps de référence de la révélation du Créateur à sa créature tout entière par l'intermédiaire de cette société particulière qui s'appelle Israël. Pourquoi? Je l'ai dit, c'est parce que la Torah, finalement, s'adresse à une collectivité. La collectivité, l'universel humain. Il y a des collectivités particulières, les différentes nations. Oui. Elle a des exigences. Mais elle a des exigences d'abord au niveau de la collectivité des sociétés. Comme disait Manitou, ce n'est pas très compliqué finalement d'être, comment dire ça, un saint. On laisse tout tomber, on va s'enfermer dans un lieu isolé complètement. Et puis là-bas, qu'est-ce qu'on peut déjà faire comme mal à quelqu'un? Rien. Au maximum, il y aura des mouches qui viendront nous embêter en été. Je veux dire, quelqu'un qui se couperait de la société humaine et qui vivrait en ermite, bon, mais ce n'est pas de ça dont la Torah parle. La Torah nous parle d'une société humaine qui accepte pour elle-même et comme étant une espèce de prototype pour les autres sociétés humaines, la loi morale comme étant la loi qui l'oblige. Alors, la Torah, une seconde, juste, la Torah de ce point de vue-là, c'est d'abord la loi morale. Ça veut dire que, et ce que Manitou le disait très souvent, la première exigence de la Torah à ce niveau-là, c'est que la politique, ça veut dire la gestion de la cité, du point de vue étymologique, c'est-à-dire la gestion de la manière dont les hommes gèrent la société humaine, soit basée sur la morale. C'est un chidouche énorme. De Gaulle disait, en politique, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas autre chose. La Torah vient y dire exactement le contraire. Il n'y a pas des intérêts, il y a d'abord la moralité. Oui. Alors, il y a deux questions qui sont finalement en rapport à ce que tu viens de dire, qui peuvent s'enchaîner. Comment, de Tania Feg, donc, je vois, comment aujourd'hui l'Égypte peut sortir de son Égypte, ça veut dire, bon, en gros, c'est au sens large, j'imagine, l'ensemble des nations. Comment est-ce qu'elles peuvent suivre le mouvement, on va dire. Et puis, Shoshana Dor demande qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Donc là, c'est plutôt le programme pour les Juifs, peut-être, ou pour les Hébreux, les nouveaux Hébreux. Qu'est-ce qui resterait à faire dans cette dialectique d'Israël et des nations? Eh bien, d'abord, comment les nations peuvent sortir. Il faut d'abord dire de quoi il faut sortir. Ce que Manitou disait à propos de l'Égypte, c'est que la conception finalement de la vie chez les Égyptiens était ce qu'il appelait c'est une expression qui vient des historiens des religions, était une conception astrobiologique.
où un espèce de déterminisme implacable faisait que tous les phénomènes, tous les comportements étaient prédéterminés. Alors, si j'avais de la chance, j'étais le pharaon. Peut-être que j'étais dans une meilleure position que d'autres, mais fondamentalement, j'étais pas différent dans cette espèce d'énorme mécano qui serait l'univers et la création tout entière. J'étais une espèce d'écrou ou de vis dans le mécano, et finalement, mon rôle serait de faire le moins de bruit possible. D'ailleurs, c'est pas que l'Égypte qui dit les conceptions égyptiennes. Vous reprenez la philosophie des stoïstes en Grèce, c'est la même chose. Et puis, Manitou disait, ça continue au cours des siècles jusqu'à arriver au matérialisme dialectique bien connu de Marx et de Engels au XIXe siècle. Et puis aujourd'hui, il y a une tendance très forte chez beaucoup de dire que finalement, nous sommes entièrement préconditionnés par des processus biochimiques ou électriques qui se passent dans notre cerveau, etc., etc. Et où est la liberté de l'homme dans tout ça? Oui, c'est maximum une notion pour les faibles et les pauvres. On leur vend cette histoire-là qui sont libres soi-disant, mais enfin, en réalité, ils le sont pas. Alors, d'abord, il faut sortir des événements de tous ces conditionnements-là, de toutes ces conceptions erronées qui ne laissent aucune place pour la liberté de l'homme. Et s'il n'y a pas de liberté de l'homme, eh bien, il n'y a pas de responsabilité non plus. Or, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à fuir absolument la responsabilité. C'est difficile d'être responsable des actes, de dire c'est moi qui ai fait. Il est préférable de dire pour beaucoup ah oui, j'ai été amené à faire. Enfin, j'ai été amené à faire, ça veut dire c'est qui a fait. Manitou avait en horreur une idée, pas une idée, un concept qui vient de chez les Grecs, qui est la conscience. Pinocchio et puis comment il s'appelle, Geppetto. Comme s'il y avait quelque chose d'extérieur à l'homme qui l'amenait à faire ou à ne pas faire certaines choses. Pas du tout. Quand je fais, c'est moi qui fais. Et donc, il faut sortir pour Manitou de tous ces conditionnements-là. Et c'est le message finalement qu'Israël doit porter aux nations. Comme nous l'avons fait, vous êtes capables de le faire aussi. Et faisons-le ensemble, premièrement. Alors, c'est ça le programme. Israël. Oui, alors Israël. Ce programme aujourd'hui, parce que c'est la question de savoir comment. Eh bien, Israël. Oui, c'est le grand chidouche de la grande nouveauté depuis la restauration de l'État d'Israël, que pour la première fois, disait Manitou, nous avons la possibilité publiquement, officiellement, de parler directement aux nations. Pendant tout le temps de l'exil, on a parlé sous couvert, à mi-mot, clandestinement, par la chrétienté, par l'islam. Ça n'a jamais été vraiment le message d'Israël. Pour la première fois, voilà, Israël peut parler directement aux nations. C'est une grande nouveauté. Et quand on peut parler directement aux nations, il ne faut pas avoir peur de dire ce qui peut même fâcher, disait Manitou. C'est pour ça qu'il avait dit, c'est pas une boutade, mais c'est un fait qu'il avait dit. Il connaissait très bien Yitzhak Shamir quand il était Premier ministre. Se connaissait de longue date dans les années 80, et il y a eu, pour ceux qui s'en souviennent, la conférence de Madrid. Et Manitou avait rencontré quelque temps avant Yitzhak Shamir. Il lui avait dit si tu veux vraiment dire quelque chose qui va marquer, dis la chose suivante. Nous avons une exigence. L'exigence est la suivante. La politique doit être morale. Tu verras, ça fera un gros effet. Personne ne comprendra ce que tu veux dire, mais dis-le. Voilà, c'est ça le programme de base. C'est-à-dire, quand on parle aux nations, il faut leur dire la chose. Alors aujourd'hui, il y a un grand débat en Occident, en Israël aussi, sur la question des rapports entre la moralité et la légalité, par exemple. Or, disait Manitou, là, on est au bord de la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'on a on adopte
la position romaine que la légalité prime. Or, rien ne dit que la légalité est morale. Par exemple, dans la Gemara, avant la Gemara, dans le droit romain, on a l'exemple suivant d'un légionnaire qui a fini ses 25 ans de service. Et tu peux garder ton micro, s'il te plaît, comme tu l'avais tout à l'heure. Je n'ai pas changé. Non, mais tu le tenais plus près. Oui. Alors, comment dire ça? Ce bon légionnaire qui a fini ses 25 ans de service a le droit, comme prix de ses loyaux services, à un lopin de terre. Bon, alors, admettons qu'il se trouve, je ne sais pas, en Gaule. Alors, comment il fait pour avoir un lopin de terre? Le centurion lui dit, va avec tes copains de la Légion, et puis tu prends le morceau que tu veux. Oui, mais il y a peut-être quelqu'un, c'est pas grave. On est là, nous. Et puis, pendant 3 ans, si pendant 3 ans, le brave ex-légionnaire garde ce lopin de terre grâce à l'appui de ses copains qui sont toujours légionnaires, le droit romain dit que le lopin de terre est à lui. Dans la Gemara, on a un cas similaire. Et la Gemara dit très simplement et très clairement, Chazaka she'en la ta'ana ena chazaka. Ça veut dire, même si tu as gardé, travaillé, cultivé une terre pendant X années, mais que tu n'as pas de preuve que tu as acheté la terre, le fait que tu sois là occupant depuis des années ne prouve rien. C'est exactement l'opposé du droit romain sur ce point-là. Ce qui veut dire qu'on a bien ici 2 conceptions complètement différentes. D'un côté, la légalité qui ne garantit pas la moralité, de l'autre côté, la moralité. Et le message d'Israël doit être d'abord la moralité, au niveau des sociétés. Alors, il y a deux questions. D'abord, une objection apparemment de Joseph Gabay, oui. Qui dit que dans le programme annoncé, l'étape 4, je vous prendrai comme peuple et je serai pour vous un Dieu, qui se réalise au Sinaï, précède l'étape 5, je vous amènerai au pays. Donc, il semble qu'il y ait quand même un ordre dans le texte lui-même, qui soit d'abord la Torah, enfin et ensuite... bon, ça, c'est la première chose. Oui, mais une seconde avant de continuer. Avant de continuer, apparemment, voulant faire référence à ce qui est dit au chapitre 6, ce que j'ai cité au début, je sais que c'est une manière très courante de présenter les choses, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas ce qui est écrit. Encore une fois, il ne faut pas lire le texte, comme disait Manitou, en sachant ce qui est, en connaissant la fin de l'histoire. Il faut lire le texte tel que les Hébreux qui connaissent ce qu'ils connaissent à ce moment-là, c'est-à-dire uniquement la promesse qui a été faite au Havot, le comprennent. Ok? Et ça ne veut pas dire que quand on leur dit la quartier etrem l'île et âme, qu'il est question d'une quelconque Torah. Ça veut dire je vais faire de vous une société distinguée, à part. Ok? Que ça veut dire? Ils n'en savent rien. D'ailleurs, si on veut objecter, il y aurait une objection bien meilleure. J'aurais pu m'objecter à moi-même. Si déjà, on aurait pu citer au chapitre 3 le verset 12 qui dit la chose suivante. Généralement, c'est ce verset-là qu'on aime objecter à cette thèse. Qui dit la chose suivante, Vayomer ki eye imar veze lechaot, au niveau du buisson ardent, oui, la première révélation à Moshe Rabbeinu, qui anorchi shel articha, c'est donc le signe que je t'ai envoyé, beotzi acha et ta'am, en faisant sortir quand je ferai sortir le peuple du Mitzrayim d'Égypte, ta'avdun et Elohim al harazeh. Et le buisson ardent, c'est au Sinaï, oui. Vous servirez, vous aurez un culte pour moi sur cette montagne. Ça, c'est une objection bien meilleure, si déjà. Sauf que c'est très facile de répondre à l'objection. Ça a été dit à Moshe Rabbeinu, uniquement. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu n'en a jamais parlé à qui que ce soit. On revient toujours au même problème. Alors, si tu veux bien une question encore de Catherine Agege qui a l'air d'être sceptique sur le fait qu'Israël soit en position de donner
des leçons ou d'être un modèle, parler aux nations comme des parents à des enfants, point d'interrogation. À quel titre donner des leçons aux nations? Oh, qui a parlé de leçons? C'est quoi alors le mot? Ah, le mot c'est de dire des choses simples et de montrer, parce que c'est plus important que de dire des choses, de montrer qu'au niveau de la société d'Israël elle-même, et c'est tout le débat dans la société israélienne d'aujourd'hui, au niveau de la société elle-même, que c'est faisable. C'est pour ça que comment dire ça, la marloquette, la dispute au niveau, dans la société israélienne entre légalité d'un côté et moralité de l'autre est si violent aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il faut définir ce que c'est que la légalité, il faut définir ce que c'est que la moralité, et il faut forger, tracer une voie qui permette de réaliser les choses, encore une fois, au niveau de la société. Ça n'a jamais été fait au niveau de la société juive, et certainement pas en dehors d'Israël. Donc il y a énormément de choses à inventer. Et finalement, quand on arrive au détail des choses, on s'occupe des choses peut-être les plus banales, mais les plus importantes, parce que dans la réalité de tous les jours, c'est ça qui est important. Une police morale, c'est quoi? Une armée, un code moral pour une armée. Une vie économique basée sur la moralité. Bon, aujourd'hui, on comprend bien l'étendue du problème. La tendance générale, même avant la globalisation, c'était de voir l'impérialisme économique et la société de consommation triompher partout. Mais est-ce que c'est moral? C'est-à-dire, il y a des tas de questions qui, pendant toute la durée de l'exil, et il a été long, 1900 années, toutes ces questions-là n'ont jamais été traitées à fond. Donc, il y a un énorme travail à faire. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui, Chaim, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a des signes de ça en Israël, par exemple, pour essayer de... C'est ce que Manitou appelait le retour à l'hébraïsme. Redevenir hébreu. C'est-à-dire redevenir d'abord au niveau du peuple quelqu'un de normal. On est revenu de la galoute avec énormément de maladies. Donc il faut se libérer de toutes ces maladies-là et recréer une société qui soit non pas un décalque plus ou moins réussi de la société occidentale, mais de créer quelque chose de nouveau qui s'appelle l'hébraïsme. Et donc ça passe par la résolution d'énormément de problèmes. Mais encore une fois, pas au niveau de l'individu. L'erreur, c'est de dire, tiens, on est en Israël parce que le schnitzel là-bas est plus cachère qu'autre part ailleurs. Ce n'est pas ça du tout la question. On est en Israël pour construire quelque chose de nouveau. De nouveau dans le sens où la règle de base, c'est la moralité. Comment on déploie cette moralité dans tous les aspects de la vie humaine au niveau d'une société, c'est ça le challenge d'Israël. Bon, alors encore une question, peut-être, on a encore un petit peu de temps, on va dire quelques minutes, sur la période que l'on vit, puisqu'on continue à parler de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que cette période inédite qui nous a été imposée, donc imposée d'être en retrait collectif, est-ce que c'est en phase, je cite la question, en phase avec le tikkun olam, avec la réparation du monde? Je ne sais pas si vous percevez. Oui. Bon, ça dépend ce qu'on appelle le tikkun olam. Le tikkun olam, ce n'est pas une idée mystique. Le tikkun olam, c'est l'instauration d'une société juste, morale. Alors, oui. Une question sur le système judiciaire en Israël qui est visiblement un peu plus dans l'ordre de la moralité que de la légalité. Bon, ça, je ne suis pas vraiment convaincu, mais bon. Non, il est d'abord dans l'ordre de la légalité, avant d'être dans l'ordre de la moralité. Il faudrait changer le droit hébraïque, il faudrait changer le droit en Israël, selon vous? Il faudrait donner d'abord une place réelle au droit hébraïque, oui.
Le problème, c'est que dès qu'on parle de droit hébraïque, de Mishpat Ivri, les gens pensent que le but, c'est de transformer la société en une espèce de théocratie, etc. Et tout, ça faisait beaucoup sourire. Pas du tout. Pas du tout. Mais il y a des principes fondamentaux du droit hébraïque qui, malheureusement, ne sont pas même si théoriquement, la loi, il y a une loi qui est passée à la Knesset il y a quelques années, qui oblige les juges, en cas de lacune dans la loi existante, à d'abord se retourner vers le droit hébraïque pour puiser de nouvelles orientations. De fait, ça se passe pratiquement jamais, parce que la plupart des juges en place sont parfaitement ignorants du droit hébraïque. Et donc là, il y a un vrai problème. Alors, oui, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais encore une fois, je sais que l'impatience, c'est une caractéristique juive. On veut tout maintenant. Mashiach now. Oui, mais ce n'est pas ça. On est dans un processus historique et ce processus-là prend des générations. Et chacun amène sa petite pierre à l'édifice. Et ceux qui s'occupent d'économie doivent se casser la tête de savoir qu'est-ce que c'est qu'un capitalisme qui ne serait pas simplement tourné vers la profitabilité des entreprises et qui penserait aussi à l'individu et qui ne sacrifierait pas les gens âgés de plus de 50 ans pour employer des jeunes parce qu'ils coûtent moins cher. Par exemple, ceux qui s'occupent de médecine, bon, la médecine et l'éthique, bien évidemment, mais dans tous les domaines. Mais il faut le temps. Voilà, alors on va faire un petit essai, puisqu'on fait des essais dans cette première session qui pour l'instant se déroule bien. On va peut-être voir si on peut prendre des questions en direct, comme ça m'est demandé dans le chat, que vous voyez vous-même aussi, j'imagine. Alors, il y a Axel Tanguy qui avait une question, effectivement, que je n'ai pas reprise, une des rares que je n'ai pas reprise, donc on va peut-être lui laisser poser la question, si Johan veut bien ouvrir le micro, pour qu'on ait des questions aussi en direct de vous. Voilà. Alors, Monsieur Tanguy, si j'ai bien lu votre nom, vous pouvez peut-être reposer votre question, puis après on donnera la parole à Daniel Timen, peut-être, qui veut aussi poser une question en direct. Oui, allons-y pour Alex Tanguy. Voilà, allez-y. Daniel, c'est à vous. Oui, je peux poser la question. Oui, on vous écoute. Si j'ai bien compris, vous dites que le Matan Torah correspond d'abord au fait de faire en sorte que Moïse soit considéré comme un prophète par le peuple d'Israël. Authentifié. Pardon? Authentifié. Authentifié. Ce qui veut dire qu'on est sur la forme, on n'est plus sur le fond. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le message. Vous êtes en train de dire, si j'ai bien compris, que cet acte-là est plus important que tout le reste. J'ai un peu de mal, attends, je vais jusqu'au bout de ma question, et j'ai un peu de mal dans la manière dont vous posez la question. C'est presque un truc de forme par rapport au fond. Voilà ma question. Absolument pas. Alors, j'ai pas tout compris. C'est que tant qu'une personne n'est pas authentifiée comme étant porteur d'une certaine mission, d'une certaine tâche, d'une certaine fonction, comment je peux accorder une valeur quelconque à ce qu'elle dit? Enfin, on a la notion de faux prophète. C'est quoi un faux prophète? C'est un prophète qui n'a pas été authentifié. Donc la première question, c'est effectivement la question de l'authentification. Est-ce que je peux avoir confiance en la personne qui dit « je parle au nom du Créateur » et voilà ce qu'il m'a dit? J'entends bien, mais en tant que Bnei Israël, c'est quand même un individu qui m'a fait sortir d'Égypte. Non. Je ne peux pas dire, attendez, c'est quand même quelqu'un qui est venu et qui a fait en sorte qu'il y ait des gens qui soient sortis. Donc, j'ai un peu de mal, si vous voulez, lorsque vous dites besoin de notification de Moïse malgré tout ce qui s'est passé. Oui, tout à fait, parce qu'il a été authentifié, et ça les Hébreux l'ont reconnu après le passage de la mer, il a été authentifié en tant que libérateur politique. Mais qui dit que le libérateur politique est aussi le prophète? Ce sont des fonctions différentes dans une société.
C'est comme si vous disiez, on t'a élu roi, et donc tu es juge automatiquement. Pas du tout. Ce sont deux fonctions complètement différentes. Donc, je peux très bien être roi sans être juge. Donc, c'est exactement la même chose ici. Au niveau de l'authentification de Moïse, en tant que libérateur politique, en tant que Goël, il a été authentifié, mais il n'est pas authentifié à ce niveau-là, pardon, pas à ce niveau-là, à ce moment-là, encore en tant que prophète qui va donner une loi. Ce sont deux fonctions différentes. Et c'est donc le Matan Torah qui permet de l'identifier, c'est ça la thèse. Et c'est pas la thèse, c'est ce que disent les versets. C'est ce que disent les versets. Ok. Donc, à partir du Matan Torah, à partir du 6 Sivan, Moïse est authentifié en tant que prophète qui va donner la loi. Et finalement, nous, Chaim, qu'est-ce que nous faisons pendant cette nuit d'études, par exemple, ou pendant cette journée de Shavuot? Ah, ben, je sais pas. Hein? Est-ce qu'il y a ce rôle d'authentification? En quoi il nous concernerait, nous, puisqu'il s'agit de prolonger cela? Il nous concerne, nous, parce que dans la Torah, comme tout le monde le sait, nous avons deux parties. Une Torah écrite, mais la partie principale, c'est la Torah orale, jusqu'à aujourd'hui. Or, la tradition de la Torah orale se rattache directement à Moïse. Par conséquent, si Moïse n'est pas authentifié en tant que prophète, porte-parole de la parole qui se transmet premièrement oralement, on a un problème. On a toujours l'habitude, et il y a des raisons historiques à cela, à mettre en avant la Torah écrite. Mais il y a une question très simple qu'il faut se poser. Pendant les 40 ans du désert, les Hébreux, ils n'avaient pas de Torah entre les mains, écrite. Donc, quand ils avaient une question, un problème à résoudre, ils allaient voir Moïse, qui leur parlait. Donc, c'est bien l'oral qui précède l'écrit. Donc, il faut d'abord authentifier la parole de Moïse en tant que fondateur de la chaîne de transmission de la Torah orale. Ok, alors je propose qu'on donne peut-être encore une ou deux questions avant de terminer, conclure cette séance. Alors, je ne sais pas si, Monsieur Tanguy, vous êtes là ou pas. On vous avait appelé tout à l'heure, Axel Tanguy. Est-ce que vous m'entendez ou est-ce que vous voulez intervenir maintenant? Sinon, il y avait une question aussi d'Ariel. Peut-être qu'il peut la poser en direct. Ou de Rachel, voilà. J'ai trois personnes. Je ne sais pas qui est là et qui veut intervenir. Alors, c'est Rachel que je vois ou Johan, tu as une vision de la situation? Est-ce que Johan, tu m'entends? Bon, apparemment, il semble qu'il y a un petit problème. Voilà, mon micro est toujours désactivé, dit Axel Tanguy, donc je ne sais pas ce qui se passe. Si tu peux faire quelque chose, Johan. Rachel également me dit que son micro est désactivé. Alors attendez, une seconde. Oui, on pardon. va permettre. Alors, Rachel, c'est ça? Voilà, Rachel. Rachel, c'est à vous la parole. Merci. Non, son micro ne fonctionne pas, donc elle n'a pas de micro. Donc, Alex. Voilà, Alex, et puis sinon on va… Là, vous m'entendez? Voilà, Rachel. Ah, on vous entend. Moi, c'était juste une remarque, parce que en regardant encore le texte de Shemot, je voyais que dès le départ, au chapitre 5, on voit que Moïse dit « Ainsi parle l'Éternel ». Oui. Il me semble qu'il se présente en même temps comme prophète. Non, justement, je reviens et c'est très bien de poser cette question-là. Parce que encore une fois, on a trop l'habitude, on a pris l'habitude de faire une confusion, au niveau des fonctions. Oui. Quand Moïse vient et dit, voilà, Dieu m'a parlé, si vous faites ce que je dis, on va sortir d'Égypte. Personne,
il est là avec un message de libération politique. Donc, il est au niveau de sa première fonction. Plus tard, comme je l'ai montré, chapitre 19, il vient et il met un nouveau chapeau. Je ne suis plus seulement le libérateur politique, je suis aussi le prophète qui va vous donner la loi. Et pour moi, un prophète, c'est tout simplement quelqu'un qui parle au nom de l'Éternel. Pour moi, dans la Torah, il n'y a pas de distinction. C'est nous qui faisons la distinction du point de vue moderne. Non. Je reviens à ce que dit Maïmonide. Oui, et Maïmonide, il l'écrit dans le Mishneh Torah, c'est son guide de Halacha. Oui. L'authentification de Moïse en tant que donateur de la Torah, intervient uniquement parce que les Bnei Israël eux-mêmes sont devenus prophètes pour un instant donné. Ah, vous croyez que Maïmonide ne connaît pas les versets du chapitre 5? Bien sûr qu'il les connaît. Mais c'est tout simplement parce que on ne peut pas faire la confusion des genres au niveau des fonctions. Ok? Il y a plusieurs fonctions et il n'est pas du tout évident a priori que Moïse puisse porter sur ses épaules toutes ces fonctions-là. Par exemple, vous savez tous et toutes que Moïse a rempli pendant 8 jours le rôle de grand prêtre. Et pourquoi il a arrêté après? Si on va dans le raisonnement que vous essayez de faire, et je comprends tout à fait d'où ça vient, il aurait dû continuer à être le grand prêtre. Mais ce n'est pas son rôle. Ce qui veut dire que Moïse a un certain nombre de rôles à remplir. Premièrement, libérateur politique. Deuxièmement, pendant 40 ans, il est le roi de la nation, de fait. Et il est celui qui donne la Torah. C'est tout. Mais il faut l'authentifier pour chacun de ces rôles-là. Et ce n'est pas parce qu'il a été authentifié pour un rôle que les autres découlent de source. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question. J'avais vu que Annie Veller, notamment, voulait peut-être intervenir pour demander les versets qui authentifient Moshe comme prophète. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que Moshe est authentifié fondamentalement? Et puis, comme ça, je n'y reviendrai pas. Il y a aussi une question de Catherine, enfin c'est plutôt une observation de Catherine Agege à nouveau. Manitou disait aussi que la Torah était le récit de l'engendrement de l'homme capable d'être frère. Bon, on connaît effectivement cette théorie de Manitou. Sur le fait que Moïse ait été authentifié, effectivement, c'est-à-dire que l'opération ait fonctionné, à quoi le voit-on? Dans quel... c'est très exactement ce que dit Maïmonide. Il cite les versets que je vous ai cités au début du chapitre 19. Vegam becha ya'aminu leolam. Et en toi aussi, en tant que prophète qui va donner la Torah, ils aient foi pour toujours. Jusqu'à présent, nous avons un seul verset dans lequel il est dit que les Bnei Israël ont eu confiance, ont eu foi en Moïse. C'est à propos, après le passage de la mer, Vayaminu b'Hashem ou b'Moshe avdo. Moshe avdo, pas Moshe nevio. C'est pas la même chose. OK? Très bien. Voilà. Alors, je ne sais pas si Alex, le micro d'Alex a pu être ouvert, ou pour finir, puisqu'il a plusieurs fois demandé à ce que son micro soit ouvert, Johan. Il y a Yehuda, Monsieur Atlan qui veut poser une question. OK. Monsieur Atlan, à vous la parole. C'est peut-être la dernière question. Hein. Merci. Oui. Yehuda, on vous écoute. Monsieur Atlan. Ah voilà, c'est bon. Alors, on a vu, oui, je ne vois plus. Voilà, ça y est, vous êtes à c'est très bien. Alors, d'abord, bonjour à Raïm. Alors, on a vu Moshe Rabbeinu en tant que libérateur, à un moment, et Moshe Rabbeinu en tant que prophète. Moshe Rabbeinu pendant un temps très court, 8 jours, où il a été Kohen Gadol, en quelque sorte, en fait, il devait préparer. Mais Moshe Rabbeinu, on l'appelle Moshe Rabbeinu. Ça veut dire pendant 40 ans,
il a été le maître, c'est celui qui a enseigné la fameuse Torah écrite et orale à tout le peuple d'Israël en s'organisant par des chefs de 100, de 10 et de milliers. Donc, on connaît Moshe comme étant Moshe Rabbeinu, celui qui est notre maître, c'est celui qui nous enseigne la Torah, qui nous délivre la Torah. Alors, c'est aussi une fonction oui. On ne peut pas la confondre avec le fait d'être prophète. On a l'habitude d'attribuer à Moshe 2 titres, Adon Anevim, le premier, le maître des prophètes, oui. Et Rabbeinu. Ce sont 2 fonctions différentes. À tel point que la Gemara dit qu'en tant que Rabbeinu, en tant que notre maître, dans le Sanhédrin de l'époque, la voix de Moshe ne comptait pas plus que celle des autres. En tant qu'Adon Anevim, il est Adon Anevim. Mais c'est pas parce que c'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose de très intéressant. Ce qui veut dire qu'il y a là 2 fonctions complètement différentes. Moshe ne pouvait pas dire au Sanhédrin, oui, mais moi je suis Adon Anevim, alors vous devez écouter ce que j'ai à vous dire. On lui disait, ici, tu es comme tous les autres. D'un autre côté, la chaîne de transmission commence à Moshe Rabbeinu, du point de vue des Nevi'im d'un côté et du point de vue des Chachamim de l'autre. Mais ce sont 2 chaînes différentes. Merci beaucoup, Chaim. Peut-être que tu vas, pour terminer, nous dire ce que tu nous conseilles d'étudier, par exemple, pour Shavuot. Je ne sais pas. Je pense que chacun va trouver un sujet qui peut l'intéresser. Je ne sais pas si en France vous avez les synagogues ont été rouvertes, non? Non, pas vraiment, non. Pas encore? Non, pas encore. Bon, alors ça sera apparemment une étude individuelle. Eh bien, je pense que chacun doit, d'abord, c'est un principe d'étude, chacun doit étudier là où son cœur le mène. Ah, ben voilà. Alors, il y a des gens qui préfèrent étudier la halakha, il y a des gens qui préfèrent étudier les versets, il y a des gens qui préfèrent étudier tel ou tel prophète, il y a des gens qui préfèrent lire des histoires chassidiques. Enfin, chacun a ses préférences là où il les a. C'est très bien, mais je pense qu'il est bon de mettre quand même l'accent sur cet aspect-là, justement, de cette notion absolument fondamentale de chaîne de transmission. Et de comprendre que ce dont on parle aujourd'hui, ce qu'on étudie aujourd'hui, les principes nous viennent de très loin, nous viennent de Moshe Rabbeinu lui-même, à travers cette chaîne de transmission au cours de combien 3000 et quelques années. C'est quand même assez considérable. Donc chacun étudiera les sujets qui le préoccupent peut-être ou qui l'intéressent plus, mais je pense que l'optique doit être toujours de se rappeler que peu importe le sujet qu'on étudie, tout ça nous vient de cet événement fondateur qui est le début de ce que Manitou a appelé le temps de référence de la révélation. S'il n'y avait pas eu de révélation, il n'y aurait rien. Donc, ce temps de référence, en tant qu'événement historique et en tant qu'événement qui nous concerne aujourd'hui, je pense que c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Et puis, à part ça, il faut bien manger. Voilà, du gâteau au fromage. Pas que. Non, important, parce que je sais qu'il y a des gens à Shavuot qui ont l'habitude de ne manger que halavi, que du lait, que des choses de lait. Ah bon, on peut manger. C'est fait, il faut manger de la viande. Ah bon? Donc, un repas de lait, un repas de viande. D'accord. Donc, le soir, le jeudi soir, c'est le lait. Non, chacun choisira ce qui est l'ordre qu'il veut, mais Shavuot, c'est fait, donc il faut manger de la viande. Très bien. Merci pour tous ces conseils. Voilà. Peut-être on va s'arrêter là. Vraiment, c'était, je pense, tout à fait réussi. Merci beaucoup. En tout cas, Chaim, grâce à toi, on a pu avoir un enseignement qui non seulement était intéressant, mais même, comme tous les enseignements forts, un peu bouleversants. Et donc, tu nous as amené à réfléchir et à modifier peut-être notre point de vue. En tout cas,
entamer peut-être une réflexion nouvelle. Je ne sais pas si Olivier Cohen m'entend et s'il veut, non, bon, il ne m'entend pas. Donc, je pense qu'il y aura, puisque je pense que nous pouvons nous dire que nous avons malgré tout réussi cette séance, qu'il y en aura sans doute d'autres le mois prochain. On vous donnera évidemment des nouvelles. Johan, je voudrais te remercier aussi particulièrement pour Merci à lui. La partie à la fois d'animation aussi, de co-animation et surtout nous avoir mis sur les rails de Zoom pour des personnes qui étaient un petit peu novices. Et Chaim, encore merci beaucoup. Bonne fête